Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alte Keller Sarreguemines. Bonjour à tous et bienvenue au siège de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. On a délocalisé le plateau de Polygone pour vous proposer cette émission consacrée aux 20 ans de la casque. Histoire, évolution, mission, il y a beaucoup à dire et pour en parler, évidemment, le président Roland Roth, le premier vice-président Marc Zingraff, ainsi que le directeur général des services Arnaud Maty. Et puis plusieurs invités vont se succéder sur le 4e fauteuil et on va commencer cette émission avec l'ancien DGS Charles Langoutte. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander l'impossible, une réponse en un seul mot pour cette première question. Roland Roth, quand je vous dis casque, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Solidarité. Et vous, Marc Zingraff? Le casque, c'est l'avenir. L'avenir. Et pour vous, Arnaud Maty? La proximité. Et je vais un peu tricher. En tant que DGS, au nom de tous les personnels, je vais rajouter fierté de travailler pour cette administration. Ok. Charles Langoutte, pour vous, en un mot? L'efficacité. Bon. Eh bien, on s'est demandé, nous, si les citoyens savent ce qu'est la casque. Alors, c'est tout simple. Thibaut Desmerlet est allé à leur rencontre pour leur poser la question. Pour vous, la casque, c'est quoi? Mais c'est un chantier d'insertion. La casque. Aucune idée. Casque, je connais pas. Je connais pas du tout. La casque pour les commerçants. Un casque? Je sais pas. C'est la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Alors c'est la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Un casque, c'est une aide publique, un casque. C'est au niveau médical, non? C'est de la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Donc la casque, c'est la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. C'est tout un truc, c'est ceux qui s'occupent des poubelles, de l'aménagement du territoire. Alors, qui veut réagir à ce micro-trottoir? Il y a un peu de tout, il y a des gens qui savent, des gens qui ne savent pas, il y a des très jeunes aussi qui savent. Vous en dites quoi? Oui, mais c'est finalement la confirmation de ce que nous ressentons encore aujourd'hui et nous faisons tous les efforts du monde pour que la population connaisse bien les missions de la communauté d'agglomération, mais nous avons conscience de certaines lacunes encore. Il y a du travail à faire pour que les messages passent bien et passent mieux. Je crois que les institutions évoluent aussi très vite et ça change énormément. Quand on regarde l'histoire de la maison, depuis l'époque districale jusqu'à aujourd'hui, les contextes changent, le vocabulaire change, les réalités, les dossiers, enfin tout change et les appellations aussi. Donc il faut que le temps fasse son œuvre et on a effectivement, comme le disait Roland, beaucoup de pédagogie encore à apporter pour faire connaître ce que nous faisons. Et puis cette émission va peut-être y contribuer aussi, Monsieur Maty. Oui, et je crois que la crise sanitaire de ces dernières années a aussi montré que parfois l'action du quotidien était méconnue, parce qu'on a parlé à juste titre de services comme la collecte des déchets ménagers qui s'est poursuivie pendant la crise sanitaire, mais on ne parlait jamais de services comme l'eau potable, l'assainissement, qui étaient des services qui ont continué à être rendus et des gens qui travaillent dans l'ombre et qui n'étaient pas forcément mis en avant. Donc c'est vrai qu'il y a aussi peut-être cette discrétion, peut-être une modestie dans le travail quotidien qui est effectué et qui n'est pas assez souligné. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est le rapport que font les gens par rapport à l'action sociale quand on parle de la casque. Ça ressemble à la CAF peut-être dans leur tête. Alors qu'en réalité, c'est un élément qui n'a jamais fait partie des attributions de la communauté d'agglo. Bon, alors vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. Moi, en fait, depuis le début de cette émission, j'ai un peu envie de vous souhaiter à tous un bon anniversaire, parce que directement, l'anniversaire de la casque, vous êtes directement concernés. Mais en même temps, si la casque fête cette année ses 20 ans, son histoire commence, elle, déjà bien avant cela. Alors, on va se pencher là-dessus avec le résumé en images des étapes de sa création et qui est signé Morane Grand-Collat. Ce logo, nous le connaissons tous, c'est celui de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Cette année, l'agglo fête ses 20 ans d'existence.
Enfin, 20 ans et des poussières, car son histoire commence avant même sa création. Jusqu'en 1970, il y avait Sarreguemines. À partir de là, un certain monsieur Robert Pax, alors maire de la commune, souhaite promouvoir le territoire. En janvier 71, il décide de créer le CIVOM, le syndicat intercommunal à vocation multiple, à la tête duquel il sera élu en août de la même année. Le CIVOM regroupe alors 18 communes. Le CIVOM, c'est un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, la toute première intercommunalité du secteur de Sarreguemines. Si le but d'un EPCI était de rassembler les forces vives et de mettre en commun les compétences de chacun, le CIVOM a surtout été créé dans le but de mieux gérer le traitement des déchets ménagers. À l'époque, ce sont les agents communaux qui ramassaient les poubelles dans les rues. Ils allaient ensuite les enfouir dans les trous de guerre avant de les recouvrir. Robert Pax est ici un précurseur car c'est seulement 1 an et demi après la création du CIVOM que la loi du 31 décembre 70 est appliquée aux zones rurales. Le 25 juin 72, on ne parle plus de CIVOM, mais de district, l'ancêtre d'une communauté de communes. Le but d'un district est de simplifier la coopération intercommunale en regroupant plusieurs communes d'un même canton. À l'époque, le district de Sarreguemines réunissait 22 communes. Ce district était chargé entre autres de la création et l'équipement des zones industrielles, des zones d'habitation et des centres de tourisme et de loisirs, de la construction d'un IUT ou d'un bâtiment d'enseignement supérieur, et enfin, de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Après 18 ans de mandat, Hubert Roth remporte la présidence du district face à Robert Pax lors de l'élection du 16 mai 89. Le 7 avril 1995, après de gros travaux de rénovation, le district de Sarreguemines emménage au 99 rue Maréchal Foch, son adresse actuelle, aussi connue sous le nom de Château Schneider, dont la collectivité a fait l'acquisition en 1992. Le 18 décembre 1997, Roland Roth succède à Hubert Roth. En janvier 2002, à la suite de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2001, le district devient officiellement une communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Les communes de Großbiedersdorf, Hundlin et Willerwald viennent alors compléter les rangs de la Casque. À sa tête Roland Roth, accompagné de 61 conseillers communautaires qui mutualisent leurs compétences et leurs énergies afin de mettre en œuvre de grands projets d'aménagement et de développement, mais aussi d'assurer divers services pour la population. En janvier 2009, cette nouvelle structure intercommunale voit son périmètre étendu. Ernest Villers vient s'ajouter aux 25 communes existantes. En 2014, le nombre de conseillers augmente, passant de 62 à 66 conseillers communautaires. 3 ans plus tard, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, entre en vigueur. Elle vise à renforcer les compétences des régions et des établissements publics de coopération intercommunale. Qui dit nouvelle loi dit nouvelles règles. Chaque intercommunalité doit regrouper au minimum 15 000 habitants au 1er janvier 2017. Problème, près de 3/4 des intercos françaises n'atteignent pas ce seuil. C'était le cas de la communauté de communes de l'Albé des Lacs. Au 1er janvier 2017, la communauté de communes de l'Albé des Lacs fusionne avec la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Le territoire est agrandi et compte dorénavant 38 communes membres et près de 66 000 habitants. Plus de communes, c'est aussi plus de conseillers communautaires. De 66, l'Assemblée passe à 80 conseillers. Voilà la Casque, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et c'est un beau résumé des étapes qui ont marqué la création de la Casque et son extension géographique. Alors avant qu'on parle des nombreuses missions de la communauté d'agglo, je voudrais faire appel à vos souvenirs et je voudrais commencer avec vous, Charles Langoutte, parce que vous avez été le tout premier de cette assemblée à intégrer à l'époque le district en 1978. Vous, au fil de l'histoire de l'agglo, district puis Casque, quel est l'événement qui vous a le plus marqué? Dans le cadre de la création du district, qui s'est transformé en communauté d'agglomération, il y avait des éléments qui émanaient également, je dirais, des dispositions légales, puisque finalement, les élus ont eu le courage de prendre les bonnes décisions le moment venu et de faire en sorte que le district se transforme en communauté d'agglomération et de pouvoir bénéficier d'aides appréciables de la part de l'État et de pouvoir mieux travailler ensemble. Et puis par ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que l'ensemble des élus du secteur ont très vite adhéré à ce projet.
Est-ce que vous, au fil de ces années, il y a une scène clé qui vous revient en mémoire, qui reste gravée ? Écoutez, la scène clé, on ne va pas revenir toujours sur l'histoire de la Smart, mais c'est réellement, je dirais, la venue de Smart dans le cadre de l'Europol. Mais avant ça, il faut quand même reconnaître que la première décision importante a été prise quelque temps avant, lorsque les élus du district se sont prononcés pour la création de cette zone d'activité qui, heureusement, a eu une évolution très, très importante. Alors, si on reprend dans la chronologie des 4 personnes que vous êtes, le suivant à avoir fait son entrée au district, c'était en 1983, c'était vous, Roland Roth. Vous, s'il y avait un moment clé, une scène, une image, c'est quoi ce qui vous a le plus marqué ? Il y en a beaucoup, des moments clés. Il est difficile de choisir ce moment qui nous paraît être le plus important. Je suis arrivé au district en 83, effectivement. Il y a eu un changement de gouvernance 6 ans après. C'était un moment important pour l'ensemble du territoire parce que ça a bouleversé un peu le fonctionnement du district. Je crois que Robert Pax a fait un superbe travail de préparation et là nous sommes arrivés à une charnière qui permettait d'intégrer dans nos missions le développement économique, notamment parce que c'est à partir de ce développement économique que les choses ont évolué par la suite. Nous en avons fait notre priorité, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et puis, progressivement, nous avons réussi à monter cette opération sur le site de Hambach, dont parlait Charles. Et c'est sûr que la récompense a été l'installation de la Smart. Alors, une telle installation, je crois que tout le monde le sait, apporte des moyens financiers supplémentaires, des emplois. Nous avons intégré tout cela et ensuite, progressivement, nous nous sommes étendus sur d'autres opérations, d'autres compétences et avec un peu de recul, je crois qu'on peut dire que l'évolution a été assez spectaculaire. Alors vous, Marc Zingraff, vous siégez à la communauté d'agglo depuis 2001. Vous en êtes d'ailleurs tout de suite devenu vice-président, pas encore premier vice-président, mais tout de suite devenu vice-président. Vous, s'il y avait un souvenir marquant, une étape clé, ça serait laquelle ? Bien, la mise en place du conseil. C'est d'ailleurs Charles Langoutte qui m'a accompagné à ma place et j'étais très impressionné d'entrer dans ces lieux qui en imposent quand on arrive et qui sont vraiment à la mesure des enjeux de ce qui se joue ici. Vous, Arnaud Maty, votre entrée à la casque, c'était en 2002, pas encore en tant que DGS, directeur général des services à l'époque. Depuis 2002, ça serait quoi, votre plus fort souvenir ? Alors, en termes de travail au quotidien, il y a eu un élément important qui est la fusion avec la communauté de communes de l'Albe des Lacs en 2017, puisque effectivement il y a beaucoup de travail en amont à faire et qui est du travail un peu invisible. Notre objectif, c'est que lorsqu'il y a une fusion qui est prononcée un 1er janvier, il faut qu'il y ait une continuité dans le service public. L'administré, il n'est pas responsable des règles administratives, il y a eu un changement réglementaire, mais pour l'administré, ça ne doit rien changer. Il faut que le service public continue et qu'il soit toujours le même, que ce soit le 31 décembre ou le 1er janvier quand il y a cette fusion. Donc c'est tout ce travail préparatoire qui est fait en interne et qui est très chronophage, qui est prenant pour toutes les équipes et toute cette organisation pour essayer de faire en sorte que ce changement administratif et cette extension de territoire n'impacte pas les usagers et se passe le mieux possible du jour au lendemain en fait.
Oui, et puis à mettre tout le monde dans la même direction, avec les mêmes objectifs si possible. J'ai objectif d'autant plus que historiquement, l'un des plus forts éléments moteurs pour tout ce qui était du regroupement de communes en EPCI, souvent ça a été la collecte et le traitement des ordures ménagères. Mais l'un des fondements philosophiques, si je peux dire, et vous commenciez à le dire, Roland Roth, à l'instant, la casque, il y a depuis toujours un principe de base qui est le principe de solidarité entre les communes. Alors, est-ce que ce principe de solidarité, il a quelque part toujours été une évidence pour tous les conseillers communautaires et à toutes les époques, ou est-ce que c'est encore aujourd'hui un combat de longue haleine? À l'époque, Monsieur Langoutte. Il faut dire qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais ça a quand même nécessité un travail de terrain. Et moi, je me rappelle, lors de la transformation du district en communauté d'agglo, les soirées qu'on passait avec le président pour essayer de convaincre les quelques récalcitrants, puisqu'il y en avait quand même qui n'étaient pas toujours d'accord pour prendre le train en route. Et c'est finalement là qu'on s'est rendu compte que même en faisant apparaître tous les avantages qu'on pouvait retirer de la part de la création d'un nouvel ensemble, il fallait quand même encore réussir à convaincre. Et surtout que les élus devaient convaincre leurs propres élus, puisque l'adhésion ne se faisait pas uniquement avec le maire, elle se faisait avec l'ensemble des conseils municipaux. Et aujourd'hui, c'est encore un combat de longue haleine? La solidarité, c'est acté, c'est acquis, même pour les nouveaux conseillers communautaires, ou ça grince des dents? Non, je pense que c'est acquis, même si ça provoque des débats de temps à autre, puisque quand on dit solidarité, il n'y en a jamais assez. Donc, quelque part, il faut apporter les éléments qui permettent de démontrer aussi que l'action de notre collectivité est liée à plusieurs choses. Nous sommes là pour rendre des services, nous sommes là pour investir, pour rendre ces mêmes services ou d'autres, et nous sommes là pour rendre une solidarité plus directement au travers de nos aides adressées aux différentes communes. Alors, voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, quand on prend l'appellation EPCI, établissement public de coopération intercommunale, c'est le mot coopération qui est en lien direct avec la solidarité. Et cette coopération, elle existait déjà à l'époque très ancienne, puisque les gens se mettaient ensemble pour aller à la chasse, pour pouvoir venir à bout des plus gros gibiers. Ici, eh bien, dans les collectivités, les problématiques étaient telles, dans les années 70 d'ailleurs c'était le cas, autour, vous l'avez dit, des ordures ménagères ou de l'assainissement, que les gens se sont mis ensemble pour pouvoir venir plus facilement à bout des problèmes qui se posaient. Arnaud Mathis, si je ne dis pas de bêtises, la solidarité communautaire à l'échelle de la casque, ça représente 16 millions d'euros par an, c'est ça ? Oui, à peu près. Il y a beaucoup de dispositifs. Alors, il y a des dispositifs d'aide directe, donc soit pour le fonctionnement des communes membres. Il y a aussi des dispositifs réglementaires qui sont liés aux transferts fiscaux, donc qui représentent aussi une bonne part de ces solidarités, puisque c'est au moment où la fiscalité des communes économiques a été transférée à l'agglo, il fallait rendre aussi aux communes leurs moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences, parce qu'elles en ont gardé. Et puis, il y a toutes les services qui sont pris en charge depuis plusieurs années par la communauté d'agglomération en lieu et place des communes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, l'intercommunalité, elle est là pour faire avec les communes, je ne vais pas dire à leur place, mais avec les communes, quand c'est plus efficace ou moins cher que lorsque les communes le font elles-mêmes. L'intérêt de l'intercommunalité, il est là, ce n'est pas de remplacer à tout prix les communes, c'est d'agir quand on peut faire mieux quand on est ensemble.
Vous le disiez, pour vous, ce qui prime, c'est l'efficacité. Alors, on commence à l'aborder, mais effectivement, les missions de la casque, elles ont beaucoup évolué au fil des années, entre les compétences obligatoires, les compétences optionnelles, les compétences facultatives et les compétences qui étaient optionnelles ou facultatives, mais qui sont devenues obligatoires. Au final, la casque, ça sert à quoi? Eh bien, avant que vous y répondiez, regardez ce qu'en disent les citoyens croisés par Thibaut Desmerlet. Pour vous, à quoi ça sert une communauté d'agglomération? À embellir la ville déjà, d'une, aider au niveau de tout ce qui est agglomération, tout ce qui est travaux de la ville et voilà. Après c'est assez large. S'occuper de la commune, l'aménagement. Justement quand on fait des constructions, au niveau des lois, de ce qu'on doit respecter, c'est eux qui nous fournissent toutes les informations. À tout, au traitement des déchets, tout ça. Je pense que pour aider les habitants. Ça va servir tout simplement à améliorer la vie de la communauté. Des financements, donc pour des travaux ou autres, avec des aides de l'État en général. Et puis c'est important d'en avoir une aussi, parce qu'il y a des projets qui sont intéressants et qui permettent justement de dynamiser une ville. Elle sert à gérer les 26 communes qui nous entourent, autour de Sarreguemines. Voilà, ça sert à gérer notre environnement et notre patrimoine, parce qu'on a un beau patrimoine sur Sarreguemines. Elle sert à mettre des projets au sein de la ville de Sarreguemines et de faire en sorte que ça devienne plus attractif pour les personnes qui y habitent ou qui viennent justement comme ça, quoi. Voilà. Alors, il y a un joyeux mélange, mais dans l'ensemble, il y a des choses qui s'en rapprochent pas mal, en tout cas qui laissent un petit peu deviner ce qu'il en est. Vous, Roland Roth, vous le résumeriez comment, le rôle de la communauté d'agglo? Je crois que ça peut se résumer en peu de mots. Il s'agit tout simplement d'agir pour être plus efficace, pour revenir à l'efficacité qui a été affichée tout à l'heure, qui est le slogan de la communauté d'agglomération depuis un bout de temps déjà. Donc, cette façon de coopérer facilite le travail à l'ensemble des collectivités qui sont membres de cette communauté d'agglo. Alors, bien sûr, on axe nos choix, notre travail sur des opérations qui ont un intérêt commun dans toutes les collectivités, qui présentent des difficultés communes pour une gestion individuelle et voilà, à partir de là, on agit sur des bases réglementaires qui nous permettent de faire ou de ne pas faire dans tel ou tel domaine. Or, les choix qui sont faits, ce sont des choix en général d'intérêt collectif et voilà, bon, je pense qu'il faut le voir. D'ailleurs, dans ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses exactes, quelques petites erreurs, mais globalement, je crois que ce qui a été cité concerne effectivement la communauté d'agglo. Monsieur Saint-Grave, est-ce que vous avez les mêmes visions? À quoi ça sert la casque? Écoutez, j'ai choisi le mot avenir tout à l'heure parce que je pense que notre rôle, mais qui est tout à fait compatible avec ce qui vient d'être dit, c'est d'accompagner notre population vers l'avenir, de lui donner les possibilités de se trouver bien dans cet avenir, déjà par l'emploi, qui est notre première vocation. Donc le développement économique à travers cela vise d'abord déjà cette question de l'emploi. Et puis ensuite, le développement économique qui accompagne ces premières préoccupations nous positionne en matière éco-responsable dans cet avenir-là également. Et on peut mesurer, depuis notre création en tant que communauté d'agglomération, la progression de cette réflexion de la question éco-responsable dans nos services. Tous les jours, nos agents travaillent pour construire un avenir plus éco-responsable sur le territoire, par exemple. Donc cet accompagnement vers l'avenir me semble essentiel.
Est-ce que vous voulez compléter? Oui, ce que je retiens quand même de cette interview, c'est que les gens, effectivement, comme l'a dit le président, savent ce que fait une agglo, mais en même temps, on se dit qu'effectivement, on n'est peut-être pas, on communique peut-être pas assez. Pourtant, il y a des équipements sur lesquels on voit le logo de l'agglo. Alors, il est peut-être pas assez gros, mais c'est vrai que les centres nautiques, les gymnases, oui, l'agglo au cœur de la vie sportive, on le voit beaucoup en grand. Ou les bus qui circulent et qui sont pas cités. Alors, c'est surprenant parfois que ces services qui sont visibles tous les jours par l'œil de l'usager soient pas forcément repris. Après que des services plus insoupçonnés soient ignorés, je parlais tout à l'heure de tout le travail souterrain, quand on parle de l'eau potable, de l'assainissement, des réseaux haut débit, c'est normal qu'on le voit pas, c'est du travail qui est souvent caché ou de la capture de chiens errants, mais c'est du travail qui est rendu au quotidien. Et en fait, je pense aussi que les gens sont perdus parce qu'il y a de la diversité, mais mon prédécesseur Charles Angout pourra en parler tout à l'heure par rapport au développement. Aujourd'hui, il y a 350 agents qui travaillent à la communauté d'agglomération pour plus de 140 métiers différents. Donc on voit la diversité et c'est normal que l'usager ne puisse pas percevoir toute cette diversité au quotidien. Oui. L'université également, l'enseignement supérieur, ça paraît un petit peu confidentiel comme ça, mais je parlais d'avenir, eh bien, si on ne forme pas nos jeunes, on a 1200 étudiants à peu près à Sarreguemines, qui sait que c'est l'effort de la communauté d'agglomération, on est là dans l'optionnel, dont vous parliez des compétences tout à l'heure, elles sont tout à fait facultatives, ces compétences-là, en matière d'enseignement supérieur. Donc on l'a choisi à l'époque parce qu'il était lié, ce versant-là de la question, au développement économique. Aujourd'hui on l'assume, mais je pense qu'il est extrêmement important pour notre territoire en direction de l'avenir de former les cadres de demain ou même les employés de demain dans nos entreprises. Et on sent aussi l'ancien vice-président en charge de l'enseignement supérieur avant de devenir premier vice-président. On va commencer le jeu des chaises musicales. Charles Angout, vous n'allez pas tarder à céder votre place au prochain invité. Alors je voudrais avant cela que vous nous disiez le regard que vous portez sur la casque aujourd'hui. Écoutez, le regard que je porte sur la casque aujourd'hui, c'est-à-dire que je vois que c'est une collectivité en pleine expansion, à tel point de vue que moi, personnellement, même, j'ai maintenant aujourd'hui du mal à saisir quelles sont leurs activités, tellement il y a eu une diversité. Et puis, il y a des choses qui semblent moins évidentes il y a quelques années et qui, effectivement, se sont mises en place. Et on se rend compte que c'est bien ici que se prépare l'avenir du secteur. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir renoncé le temps d'une journée à votre retraite pour participer à cette émission. On a dit, parmi les nombreuses compétences exercées par la casque, il y a le développement économique, un domaine qui a son propre budget dédié, un budget annexe au budget général, près de 13 millions d'euros d'investissement l'an dernier. Alors avant d'en parler, on va regarder le publi-reportage qui a été réalisé à ce sujet. Avec plus de 875 hectares de zones d'activité et 11 000 emplois créés, le territoire de l'Agglo est un bassin d'emploi attractif. En 2021, les élus communautaires ont accordé un budget d'investissement de 12,8 millions d'euros pour le développement économique. La casque favorise l'implantation d'entreprises sur son territoire à travers la mise à disposition de parcelles et l'accompagnement des acteurs présents et futurs. On compte 13 zones industrielles et commerciales qui rassemblent 391 entreprises, des acteurs internationaux, nationaux et locaux. Parmi les zones principales, on trouve l'Europole à Humbar, qui emploie près de 2500 personnes et qui fait partie des 12 premiers sites clés en main identifiés en France. L'Agglo met un point d'honneur à entretenir, requalifier et aménager régulièrement ces zones. Par exemple, 3,3 millions d'euros vont être consacrés à une extension de la zone industrielle de Sarreguemines. Elle entreprend également l'aménagement de ces zones d'activité pour l'implantation d'investisseurs potentiels. La politique économique est un enjeu fort pour la casque. C'est pourquoi elle tient à offrir des zones de développement adaptées au cahier des charges des entreprises. Et on ne pouvait pas parler du développement économique de la casque sans accueillir maintenant sur ce plateau Étienne Laurent, ancien directeur d'Espace Entreprise de 2006 à 2019. Encore un heureux retraité qui rempile le temps d'une émission. Bonjour. Bonjour. Alors dans le domaine économique, au fil de l'histoire de la casque, vous, quel est le souvenir qui reste le plus marquant pour vous ?
il y a plusieurs souvenirs marquants dans la vie d'un développeur éco. Je vais parler d'un projet qui a un peu cristallisé un peu toutes les synergies, nos nerfs, nos patiences, qui est assez récent, c'est l'abattoir. L'abattoir où on a eu l'occasion de mettre en place plusieurs outils, des outils qu'on a aussi dû créer. On a participé à une vente aux enchères pour sauver l'outillage de l'abattoir avant de pouvoir créer une société pour gérer nous-mêmes l'exploitation. Oui, la société d'économie mixte. Ensuite, on a fallu trouver un directeur. Ensuite, on a géré avec Roland Rode, qui était le président de cette structure. Il ne faut pas oublier que c'était une structure délicate. Arnaud, moi, on était au quotidien dans la gestion de l'entreprise. Et enfin, on savait très bien qu'il fallait transmettre cet outil à des professionnels. On a fait un peu le tour de l'Europe pour essayer de trouver des gens qui sont susceptibles de le reprendre. Ce qu'on a réussi à trouver en Belgique, d'ailleurs, avec plusieurs visites avec des élus de la casque sur ce site. Et enfin, juste une petite anecdote sur ce sujet, avec une conclusion sous forme d'une main frappée à l'aérodrome de Neunkirch. Donc c'est quelque chose qui restera gravé, qui nous a occupé quand même plusieurs années, avec un bel aboutissement, je pense, et avec un outil qui existe aujourd'hui encore. Et je pense que voilà, ça restera parti. Voilà. Ouais, forcément un souvenir fort et marquant pour vous. On n'arrête pas de le dire, l'importance du développement économique. Je crois que déjà dès l'élection de Robert Pax en 1971, à la tête du district à l'époque, l'une des premières opérations, ça a été l'extension de la zone industrielle de Sarreguemines. Depuis, il y a eu de nombreuses phases clés concernant les différentes zones d'activité. Le développement économique, c'est une compétence obligatoire, certes, mais au-delà de ça, je crois que de toute façon, c'est la compétence qui vous tient le plus à cœur, à vous, Président, et aussi à vous, Marc Zingrave, Premier vice-président, en charge d'ailleurs spécifiquement du développement économique, de la gestion des zones d'activité et de l'attractivité du territoire. Pour vous, c'est ce qui doit être le moteur de tout, c'est ce qui est la base. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, c'est lié à l'emploi. Or, l'emploi sur le territoire, ça a toujours été notre priorité, bien avant que je m'en occupe, puisque je m'occupe de cette question-là depuis le début de ce mandat. Mais je sais que le président a assuré la continuité et on travaille en bonne intelligence. C'est vraiment ce qui nous rassemble dans le décisionnel au plus proche. Et je dirais que quand ce domaine-là se porte bien, finalement, les bons effets rejaillissent sur tout notre territoire dans toutes les disciplines. Donc c'est vraiment la priorité et c'est ce qui permet de faire avancer ensuite parce que là on a raisonné en termes très généraux. Quand on regarde ensuite la nature des projets, la nature des entreprises qui nous arrivent sur le territoire, on voit que l'emploi évolue. J'évoquais tout à l'heure la question de l'éco-responsabilité qui est entrée dans les préoccupations également des entreprises elles-mêmes et on voit que l'offre, eh bien c'est aussi l'offre de demain sur le territoire et c'est la raison d'être pour laquelle eh bien, on y met toute notre énergie. Le développement économique, priorité absolue ? Priorité absolue, je reviendrai peut-être sur la notion obligation. Le district pratiquait déjà le développement économique avant qu'il n'y ait d'obligation. Oui, ça fait partie de ces fameuses compétences qui sont devenues obligatoires, qui ne l'étaient pas encore. Ouais. Voilà. Donc je pense que les élus du district, à l'époque, avaient déjà compris l'intérêt de développer l'économie locale. Ce développement apporte, je l'ai déjà souligné, un certain nombre d'éléments qui ne peuvent être que profitables à la population, puisque il y a l'emploi, comme le soulignait Marc, qui est pour moi en matière de qualité de vie d'un territoire indispensable. Ensuite, il y a les ressources financières qui ne sont pas négligeables et qui nous permettent de financer les services que nous rendons au quotidien dans cette agglo. Je prends pour exemple le transport qui est financé pour grande partie par les entreprises. Donc cela illustre bien l'intérêt d'avoir une économie forte sur un territoire comme le nôtre et nous continuons à faire en sorte que les choses se développent, avancent et évoluent dans le bon sens.
Oui, j'aurais un exemple qui illustre bien comment on passe de l'économie à l'intérêt de tout un territoire. Si vous regardez l'année 97, donc c'est bien avant la communauté d'agglomération, pour illustrer ce que Roland disait, l'époque districale, en 97, c'est le début de la production de la Smart. Bon, sauf qu'en même temps, en 97, c'est la mise en route de la Zarbane entre Sarreguemines et Sarrebruck. En 97, c'est le démarrage des classes bilingues sur Sarreguemines même. Donc, ce sont des sujets qui ont modifié la vie bien de nos concitoyens dans leur quotidien à différents niveaux, mais tout part du développement économique. Et alors pour réussir à faire du développement économique sur le territoire, il y a eu Espace Entreprise, mais quand on est à la tête d'Espace Entreprise, est-ce que c'est si facile que ça de réussir à séduire quelque part des grandes entreprises, à les convaincre de venir s'installer, s'implanter sur le territoire de la Casque ? Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse, si vous le souhaitez bien, parce que effectivement, Espace Entreprise est un satellite de la communauté d'agglo, c'est une société anonyme. Et le principe d'Espace Entreprise, c'est d'aider à la création, d'être en amont à la création, ensuite d'accompagner les entreprises durant leur vie, de les héberger à la pépinière et ensuite de leur proposer un terrain. Lorsqu'on a fait tout ce travail, on a vraiment bien fait notre boulot. Aujourd'hui, la difficulté d'un métier développeur éco, c'est d'être à l'écoute de tout le monde, à la fois des élus, à la fois des entreprises, et quelquefois d'arriver à interpréter les discours des uns et des autres pour que tout le monde se comprenne, parce qu'on a le même intérêt final, mais pas forcément la même action dans ce domaine. La même manière d'y arriver. Voilà, tout à fait. Et puis ce qui est important, c'est j'ai fait ce métier de développeur éco pendant 25 ans, dont un tiers de ma carrière ici, à Sarreguemines. Et je tiens ici, il faut le dire, parce que beaucoup ne le savent pas, toute l'importance et toute l'action qui est entreprise par eux, les élus, parce que sans les élus et sans les services de la Casque, avec tout le personnel, il n'y aurait pas de développement éco. Moi, tout seul, je ne fais rien. La vie d'un développeur éco, c'est du réseau. Mais il faut créer le tissu favorable pour qu'on puisse faire du développement éco. Moi, je ne sais vendre une zone que si la zone existe. Donc, il faut en amont que les élus prennent le pari de l'avenir et construire cette zone. À partir du moment où on a décidé de faire une zone, il peut passer 2 ou 3 années avant qu'elle prenne forme. Moi, je ne peux que suggérer des choses, mais ensuite, il faut que les élus suivent et il faut qu'ils trouvent les moyens financiers de mettre tout ça en place pour qu'ensuite, on puisse vendre une zone. Parce qu'on ne vend pas des champs à un chef d'entreprise, on vend une zone figée où il se projette tout de suite. Déjà implanté, et ça c'est quelque chose que vous aviez régulièrement expliqué en conseil communautaire aux différents conseillers, le fait de... il faut voir plus loin, même si on n'a pas encore de piste, même si on ne sait pas si des entreprises vont venir. Là, du coup, en ce moment, l'avenir économique, il se profile comment sur le territoire de la communauté d'agglo ? Je dirais que c'est encourageant. Donc, nous avons aujourd'hui un gros avantage, c'est d'avoir une disponibilité de terrain visible. Donc, nous avons préparé les choses, comme d'ailleurs vient de le souligner Étienne, de telle manière que nous pouvons aujourd'hui, à tout moment, présenter un parcellaire préparé, prêt à l'emploi, à un futur investisseur. Et nous sentons l'intérêt de cette stratégie, car nous avons, je dirais, tous les jours un peu plus de demandes à l'heure actuelle. Ce qui nous change beaucoup d'il y a quelques années où il a fallu aller à la pêche pour pouvoir trouver quelqu'un. Aujourd'hui, je crois que l'attractivité du territoire est à son plus haut niveau. Je crois qu'on ne l'a jamais connu comme ça. Ok, donc un bon point a priori pour l'avenir. On va voir si Étienne Laurent partage cet avis, parce que je vais vous demander dans quelques instants de céder à votre tour votre place à la prochaine invitée. Mais avant de nous quitter, je voudrais que vous nous disiez quelle est la vision d'avenir que vous avez. Vous l'imaginez comment, l'avenir économique sur le territoire de la Casque ? Je suis à la retraite depuis 3 ans, mais je reste en contact étroit avec les gens avec lesquels j'ai travaillé et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ici. Je pense que les outils sont en place. Comme je vous dis, les zones font partie intégrante. Il faut
avant tout, être à l'écoute, et je sais que ça se fait sur ce territoire. Je suis persuadé d'une chose, c'est que tant qu'on a ces critères qui sont présents dans une interco, on a de fortes chances d'attirer le chaland. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de plus en plus sur certains territoires le manque de place. Vous avez la chance d'avoir des places dispo avec un environnement de qualité, avec du personnel de qualité, avec une expérience dans le domaine du développement éco, l'accompagnement des entreprises très importante. Et je pense que vous avez tous les atouts ici pour réussir. Donc pas d'excuses, ça devrait fonctionner. Et bien merci à vous aussi d'avoir sacrifié une journée de retraite, on va dire. Alors on a beaucoup parlé de développement économique, mais l'agglo, on l'a dit, intervient aussi dans de nombreux domaines, aménagement, transport, assainissement, ordures ménagères, pour ne citer que cela, font partie des compétences obligatoires. Parmi les compétences optionnelles, il y a par exemple le développement durable ou encore les équipements culturels et sportifs. Et puis en accord avec ses communes membres, la CASC a choisi d'exercer un grand nombre de compétences facultatives. Alors c'est impossible pour moi d'être exhaustive, je suis désolée, mais il y en a trop. J'ai quand même en cité quelques-unes. Par exemple, l'enseignement supérieur, la coopération transfrontalière, la petite enfance, le développement touristique, autant de domaines dans lesquels les élus communautaires prennent les décisions qui sont ensuite mises en pratique, notamment par les quelques 353 agents territoriaux qui travaillent à la CASC. Alors voici le publi reportage que vous aviez commandé à l'occasion justement des 20 ans de la CASC et qui met en avant le travail des agents et qui permet par la même occasion d'avoir un aperçu des compétences et métiers exercés au sein de l'agglo. Une agglo, c'est avant tout des hommes et des femmes au service d'un territoire. À la CASC, on trouve une large diversité de métiers, tous différents les uns des autres. On a d'abord les métiers du social et de la santé publique, comme les éducateurs de jeunes enfants par exemple. Les métiers de la citoyenneté, de l'éducation, de la culture et du sport. Dans ce domaine, on retrouve nos agents d'accueil, nos maîtres nageurs sauveteurs ou encore nos techniciens en bâtiment. Nos équipes œuvrent aussi pour le développement durable et l'aménagement, sans oublier le développement économique. Le service à la population, comme nos reapers que vous voyez passer régulièrement dans nos rues, mais aussi les conducteurs de bus, les techniciens en assainissement, les agents d'entretien des espaces verts ou encore de maintenance des bâtiments. Quelques métiers sont invisibles aux yeux du grand public. Dans nos locaux, nous assurons l'organisation et la gestion des ressources. On y retrouve par exemple le service gestion financière, budgétaire et comptable. Ce sont tous des agents territoriaux. Au total, ils sont 353 à mettre leur talent au service de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Et tout cela contribue au cadre de vie des habitants et à l'attractivité du territoire de la CASC. On va en parler aussi avec Sonia Christinelli-Frébeuf qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Et avant de continuer dans cette émission, alors vous étiez dans les coulisses pendant le début de cette émission et j'ai l'impression qu'à la première question, vous auriez bien aimé répondre aussi. Pour vous, la CASC en un seul mot, ça serait quoi ? Le dynamisme. Le dynamisme. Alors dites-nous, selon vous, quels sont justement les points forts de la CASC pour ses habitants ? Alors pour les habitants, moi je pense que déjà, nous en tant que citoyens de tous les jours, des habitants de la communauté d'agglo, je crois qu'on se rend plus compte de la chance que nous avons de vivre sur un territoire aussi dynamique. Et puis, alors, il y a aussi, après, la vision des personnes de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose dont on entend souvent parler. Je vais prendre tout récemment, puisque nous fêtons les 20 ans d'existence de la communauté d'agglomération. Ce sont les journées du patrimoine, où là, nous avons beaucoup de visiteurs qui viennent des territoires voisins et qui après la visite et puis l'animation qui est faite autour du château, discutent. Et c'est à ces moments-là qu'on voit un peu la vision finalement de nos habitants d'autres intercos au travers des échanges que nous avons.
par rapport à notre attractivité, moi je crois qu'elle est très grande. Il y a cette grande complémentarité entre les communes et l'intercommunalité, la communauté d'agglo plutôt. Et par exemple, nous avons une forte politique en aménagement sportif. La communauté d'agglo a des gymnases qu'elle a rénovés, ils sont tous rénovés. Nous avons ce beau grand projet du Bliss Park, donc qui sera quand même un équipement sportif au top. Je crois que nous pourrons accueillir de très très belles manifestations, ça c'est un plus. Nous avons également un réseau, c'est que des exemples qui me viennent en tête, de pistes cyclables de plus de 200 km. Un très beau réseau de sentiers pédestres qui va sortir 270 km, c'est-à-dire que nous pourrons sillonner tout le territoire de la communauté d'agglomération à pied et avec des jonctions justement sur les territoires voisins. Je crois que ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Disons, on n'en parle pas souvent parce que c'est peut-être, je ne vais pas être, c'est pas... Je ne devrais peut-être pas le dire, mais oui, ça c'est sûr, mais ça c'est aussi les retombées suite au développement économique, mais c'est vrai qu'on en parle moins. Il y a pour moi des services publics qui sont très importants, je pense aux déchetteries, puisque ça c'est dans ma commune, je vois un peu l'impact d'une déchetterie pour les habitants, parce que c'est quand même un plus, on se retrouve un peu démunis quand on fait le nettoyage de sa cave ou de son grenier ou d'autres. On a la chance, par exemple, également du réseau de lecture publique avec la médiathèque et puis toutes les bibliothèques. Il me semble que nous devons être 13 ou 14. Donc, bibliothèque, ça montre aussi que de la complémentarité entre les équipements de la communauté d'agglo et puis les communes. Je crois que c'est très important. Oui, puis c'est pareil, là aussi c'est impossible d'être exhaustif. Il y en a énormément, en fait, des missions de l'agglo qui influent directement sur le cadre de vie. Il y a aussi les crèches, avec bientôt une crèche transfrontalière. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Quelque part, malgré tout, les Français, ils ont tendance à ne jamais être satisfaits, donc à dire qu'il faut plus, il faut mieux. Alors du coup, pour améliorer encore, pour tout ce qui concerne d'un point de vue très large, le cadre de vie, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'il faudrait créer ou développer? Je pense qu'il y a un volet qui prend de l'importance de jour en jour, c'est celui de l'environnement. Je crois que nous avons énormément de travail à faire dans ce domaine en matière d'entretien, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, entretien de nos cours d'eau, de nos espaces naturels qui parfois sont un peu fragiles. D'ailleurs, nous en tenons compte régulièrement de ces espaces qui sont des espaces protégés. Donc nous avons à mon avis, énormément de choses à faire dans ce domaine. Pour y arriver, il nous faut, comme d'habitude, des moyens. Et ces moyens, eh bien, on revient au développement économique. Le sujet précédent, c'est par ce biais que nous y arrivons. Marc Zagraf, vous aussi bien pour motiver quelque part les gens d'ici à rester que pour être plus attractifs et donner envie à plus de monde de l'extérieur de venir s'installer ici. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez lancer ou développer ? Alors, je crois que tout d'abord, il faut rappeler que nous sommes, je dirais, dans une situation de précurseur dans un certain nombre de domaines. On l'a été, on est une petite ville universitaire, on est aussi précurseur dans le domaine de la santé. Et je suis d'accord avec Roland, l'environnement est une entrée en matière de contact avec la population qui est extraordinaire. La question de la santé également. Alors évidemment, se posent les questions de compétences, jusqu'où et comment et quoi. Mais je crois que nos contemporains, nos concitoyens, eh bien, s'intéressent beaucoup à la santé aujourd'hui. La communauté d'agglomération a montré
démontré qu'elle était souvent à l'écoute des questions de santé, en relation avec l'hôpital, scanner, PET scan, etc. Mais également au quotidien encore. Une étude est réfléchie en ce moment concernant un état des lieux de la question de la santé dans les communes, dans toutes les communes. Donc ça, c'est vraiment le quotidien des gens. Et je pense que là, c'est une manière peut-être de montrer qu'on est un territoire qui a une certaine avance sur un certain nombre de domaines et qu'il est bon de rejoindre. Et puis qu'on peut, à partir de la communauté d'agglomération, bénéficier de tout ce qui fait la qualité de vie aujourd'hui. Je parlais de l'enseignement supérieur tout à l'heure, j'ai parlé du bilinguisme sur notre territoire, dans les communes ou dans la ville-centre, peu importe, on a la possibilité ici d'accéder à ces services-là sans liste d'attente. Si vous voulez faire du bilinguisme, si vous avez un enfant à inscrire dans une grande ville en classe bilingue, vous avez des listes d'attente qui n'en finissent pas. Sur notre territoire, c'est possible. Vous parliez du sport tout à l'heure, on parlait de nos équipements sportifs qui donnent envie à l'extérieur. C'est une plus-value considérable au monde de l'entreprise, par exemple. Et on sait quel est le lien entre la pratique culturelle, la pratique sportive et le monde du travail. Voilà, donc tout cela existe sur notre territoire, mérite d'être découvert, et je pense qu'on n'a rien à envier à d'autres territoires plus urbains, qui ont peut-être plus la communication quelquefois de leur côté. Nous, on a les éléments pour répondre. Arnaud Mathiez, toutes ces orientations politiques au niveau de la casque, est-ce qu'elles émanent toujours des élus ou est-ce qu'en tant que DGS, on arrive à impulser, à chuchoter des choses pour qu'elles soient entendues ? Non, on est là pour peut-être effectivement apporter de l'expertise et du conseil, mais ce sont bien les élus qui décident. Mais il faut reconnaître qu'à la communauté d'agglomération, il y a un bon fonctionnement entre élus et administration. Les collectivités territoriales ont cette particularité de marcher sur ces deux jambes que sont le politique et l'administratif. Bien entendu, ce sont les élus qui décident, mais en s'entourant des conseils, qu'ils prennent en compte ou pas, de l'administration. Et il faut dire qu'à la communauté d'agglomération, ça se passe très bien. Nous sommes tous heureux d'y travailler. Nous sommes aussi au moins écoutés par les élus. Et c'est important. Il y a, dans toutes les compétences, il y a des vice-présidents qui travaillent vraiment de concert au quotidien avec les chefs de service et les équipes de ces services qui sont aussi sur le terrain auprès de ces équipes. Donc c'est un binôme à chaque fois, administration et politique. Et il faut que tout le monde avance dans le même sens et ça se passe très bien. Sur l'exercice des compétences, je reviens sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a la ligne politique, vous l'avez dit, qui est donnée et qui permet d'avancer. On voit bien quand il a été décidé d'avancer dans la santé, l'AGLO s'est investi sur l'IFSI, il y a eu l'IRM, le financement du PET scan et arrive la crise sanitaire. On a déjà travaillé sur la santé et là, ça s'accentue. On arrive à se mobiliser du jour au lendemain sur de nouvelles problématiques liées à la santé. C'est aussi la particularité de l'AGLO, c'est qu'il y a une ligne directrice, mais aussi du jour au lendemain, on est capable de montrer de la réactivité, de la créativité aussi pour répondre à des préoccupations nouvelles. À la suite de la crise sanitaire, maintenant c'est la crise énergétique. Et là aussi, il y avait une ligne politique qui était fixée. L'AGLO s'était déjà engagé sur des dossiers comme l'hydrogène ou le photovoltaïque sur l'ancienne décharge. Mais il y a une crise énergétique. On accentue cette politique, on y met peut-être plus de moyens ponctuellement, mais c'est toujours une continuité d'une ligne politique qui était de toute façon dans l'anticipation. Les citoyens ne le voient pas toujours, mais c'est important. Voilà, quand on parlait de nouvelles énergies, certes, l'AGLO va intensifier ses actions sur le sujet, mais c'est pas récent. Avec la ville, il y a eu le travail sur le réseau de chaleur. C'était de l'anticipation, même si aujourd'hui ça crée quelques bouchons dans Sarreguemines. À terme, ça sera quand même très favorable pour maintenir les coûts énergétiques. Donc, c'est important de le souligner. S'il m'est permis de répondre là-dessus, à Sarreguemines, on est en train de terminer quand d'autres vont commencer à mettre en place un réseau de chaleur. C'est le cas. J'ai discuté avec Dalkia ce matin. Bien des villes sont en train de démarrer alors que nous terminons. Ce n'est pas simple dans un contexte. Mais j'avais envie d'ajouter un autre exemple, les pistes cyclables dont les uns et les autres parlaient tout à l'heure. Nous sommes en train de nous interroger ensemble comment faire le lien entre ce réseau de pistes cyclables et la place du vélo dans la ville-centre, pour joindre finalement les objectifs d'intérêt communautaire dans la ville, mais également pour satisfaire la demande du citoyen, de l'extérieur, de la commune-centre, peu importe. Avec du stationnement aussi pour les vélos au centre-ville. Mais ça fait partie de la réflexion. Non, mais parce qu'il y a un vrai problème à l'heure actuelle.
ça fait partie de la réflexion, rassurez-vous. Et si je peux rajouter, Marc, on est aussi en réflexion par rapport à la chance que nous avons d'avoir la SAR et la BLIS, donc d'une réflexion qui est faite pour la location de bateaux électriques durant l'été. On a rencontré des loueurs de bateaux et puis avec la ville, nous avons le projet de pouvoir développer donc la location de bateaux électriques, du moins durant les périodes d'été et de printemps. Si on a un été comme nous avions cette année, ça sera un plus pour la population. Et puis également, c'est un moyen de montrer la beauté aussi du tourisme fluvial, puisque à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup, à part le Chiffre Nickel qui fait quelques trajets, mais qui est toujours pris d'assaut par les habitants qui veulent faire des promenades. Et je crois que là aussi, le port de Sarreguemines mérite une place importante dans l'attractivité du territoire. Et ça apportera une offre supplémentaire. Alors la casque a 20 ans, Roland Roth en tant que président, le mot de la fin, il va être pour vous. Vous l'imaginez comment la casque dans 20 ans? Déjà, est-ce qu'elle existera encore? Parce que comme dans le millefeuille français, on dit tout le temps qu'il va bien falloir à un moment supprimer des strates, l'agglo, elle reste, et dans 20 ans, vous l'imaginez comment? Je crois qu'en matière d'appellation, il n'est pas exclu qu'on nous trouve une autre dénomination, puisque là on est habitué à ce genre de choses. Il ne va pas aimer le DGS, en plus ça coûte cher et c'est compliqué de changer de nom. Ça c'est un aspect. Ensuite, en matière d'activité, en matière d'action, en matière de services rendus, je crois qu'on continuera à évoluer dans le bon sens. Les compétences de la casque sont aujourd'hui très proches des habitants. Les dernières compétences, d'ailleurs, qui ont été transférées, je parle de l'eau potable notamment et de l'assainissement, sont des compétences vitales pour tout le monde. Et dans ce sens, je crois que nous allons probablement vers des améliorations de services et nous en rajouterons d'autres, j'en suis convaincu. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. La dynamique actuelle va continuer. Pendant combien de temps? Eh bien, vous savez, en réalité, on n'arrive jamais au bout dans ce type de travail. On évolue, mais on ne s'arrête pas, parce que si on s'arrête, on régresse. Donc voilà, moi je suis très confiant pour l'avenir de la communauté d'agglo et j'espère qu'elle aura l'occasion de fêter un certain nombre de fois encore des 20e ou des 10e anniversaires. Je crois que c'est certainement dans l'intérêt du territoire. Donc on fêtera encore des anniversaires. Et bien en tout cas, bon anniversaire la casque et merci à tous d'avoir participé à cette émission. Très bonne journée à tous, à bientôt. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines.